Aujourd'hui à l'émission, je me déplace dans le confort de la résidence de Louise Poirier qui vient tout juste de vivre l'aventure d'une vie, c'est-à-dire se rendre à l'Everest. Et là, je me suis dit, avant qu'elle reparte pour un autre périple, je vais aller la rencontrer. Salut! Salut! Bienvenue à l'émission. Louise, pour les gens qui ne savent pas, pendant plusieurs semaines, tu as décidé de relever l'aventure d'une vie au profit de la Société canadienne du cancer. Pourquoi? Bien, on a décidé ça l'année passée. On avait vécu l'aventure d'une vie en 2015 quand on est allé au Pérou. Puis l'année passée, on a eu comme proposition de Sylvain Poisson, est-ce qu'on fait une deuxième aventure d'une vie? Et on s'en va au camp de base d'Everest, puis on a embarqué dans le projet. Et là, c'est quoi ça, l'aventure d'une vie? L'aventure d'une vie, c'est une activité de financement pour la Société canadienne du cancer. C'est pour ça qu'on fait les voyages, c'est pour ramasser des fonds pour remettre à la Société canadienne du cancer. Parfait. Donc, ton plus récent voyage, c'était dans les dernières semaines. Tu viens tout juste d'arriver, là. Ça se tenait au mois de novembre. Comment ça a été? Ça a bien été. Oui. L'aventure d'une vie, c'est plein d'aventures. C'est une durée d'un mois, fait qu'il nous est arrivé plein de petites choses, mais c'est vraiment un beau voyage, puis où qu'on a pu faire notre mission, se rendre au camp de base, aller remettre des drapeaux de l'espoir pour les gens atteints de cancer. Comment on se prépare là, à vivre l'aventure d'une vie? Bien, l'année passée, quand Sylvain Poisson nous a demandé si ça nous intéressait d'embarquer dans le projet, bien, c'est sûr qu'il y a eu une inscription qui doit se faire. On était 22 personnes du Québec qui se sont inscrites pour l'aventure d'une vie. Après, bien, on se met à l'entraînement, on se pratique, on monte des montagnes autour d'ici, puis on se met dans l'ambiance un petit peu d'essayer d'avoir un peu d'altitude. Donc, tu as fait le Mont-Albert plusieurs fois, je présume? Oui, je suis allée dans le parc plusieurs fois. C'est mon terrain de jeu. Tu as fait plusieurs randonnées là-bas. Tu te prépares quoi? 3-4 mois d'avance? Non, c'est préparé 1 an d'avance. 1 an d'avance. Ouais. Donc, à chaque semaine, tu dois escalader des montagnes pour être en forme, pour pouvoir partir 1 an après. De se mettre en forme, d'essayer nos équipements aussi, hein, parce que là-bas, on s'en allait vers le froid, on a eu froid. Fait que l'hiver passé, on testait nos équipements, coucher dehors quelques fois pour voir si le sac de couchage est assez chaud, comment est-ce qu'on s'organise dans le froid, parce que ça, on ne peut pas préparer ça dans l'été. Fait que on se prépare 1 an d'avance. Parfait. Donc, outre l'entraînement, est-ce que tu as un régime alimentaire? Y a-t-il quelque chose de différent qu'il faut que tu adaptes? Bien, point de vue de régime alimentaire, pas vraiment. Mais nous, on a fait un jeûne d'alcool pendant 3 mois cette année pour pouvoir avoir le plus on pourrait dire, de cardio en altitude. Et là, je présume que tu t'es gâté à ton retour? Un peu. Un petit peu. Alors, quelques semaines avant ton départ, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est vraiment regarder les derniers préparatifs. Et là, quand tu pars de Caplan, là, de la Gaspésie, tu te rends où? Tu te rends à l'aéroport et puis, c'est quoi le processus par la suite? Bien, on est parti de Québec. On était 4 personnes de Rimouski, plus moi qui étaient dans l'est du Québec. Fait que nous, on est parti de Québec, puis le reste de la gang est parti de Montréal. On s'est rencontrés à Toronto. On a eu une escale à Toronto. Après ça, à Toronto, on a pris un autre avion pour Hong Kong. Ensuite, Hong Kong, Katmandou, pour un 20 heures de vol. Et là, tu arrives à quel endroit par la suite? Au Népal? Oui, on arrive à Katmandou. On a eu 2 jours pour se familiariser un petit peu avec le pays. Ensuite de ça, on est parti en hélicoptère jusqu'à Oukla. Puis de Oukla, on est parti pour la marche de 17 jours pour se rendre au camp de base et revenir à Oukla. Et en 17 jours, comment ça a été? Est-ce qu'il t'est arrivé des petites anecdotes, des péripéties? Parce qu'en 17 jours de marche, ça, c'est sans arrêt, là. Bien, sans arrêt, on s'entend, mais je veux dire, c'est en continu. Je présume que maintenant, tu dois avoir mal aux fesses, aux cuisses, au dos. C'est quoi la partie du corps qui fait le plus mal? Bien, physiquement, ça a très bien été. Je pense qu'on marche, premièrement, en altitude. Aussitôt qu'on atteint 3000 mètres d'altitude, on ne marche pas vite. On marche vraiment tranquillement parce qu'il faut écouter un peu notre respiration, puis il faut aller avec ce que notre corps est capable de donner aussi. Fait qu'on y va tranquillement. Ça fait que physiquement, il n'y a pas arrivé rien. Tout allait bien. C'est sûr qu'au niveau de l'altitude, bien, la respiration était très difficile. Puis plus qu'on monte, bien, plus que c'est difficile. On a eu une journée 4500 mètres. On est revenu coucher à 4000. Le lendemain, on a fait du 5500 mètres. On est revenu à 4500. Ça a toujours été comme ça. C'est vraiment un peu comme une montagne russe. On remonte, on redescend. Puis on s'est rendu jusqu'au camp de base qui était 5300 mètres.
Puis ensuite de ça, ben c'est ça, on est toujours en altitude. Ça fait que c'est difficile pour la respiration, c'est difficile pour les poumons. Puis c'est sûr, des petites aventures, il y en est arrivé. Moi, mes bagages ont arrivé quelques jours plus tard. Fait que il a fallu s'organiser avec ce qu'on pouvait. Ensuite de tout ça, ben j'ai eu une chute aussi. Un moment donné, je marchais dans les grosses roches, puis j'ai rencontré un troupeau de yaks. Il a fallu que je me tasse pour laisser passer les yaks, puis en mettant le pied sur une roche instable, ben, j'ai planté. Fait que je m'ai blessée. Fait qu'on vit avec nos blessures le long du trek après ça, puis regarde, on continue. Puis, tu t'es foulé la main d'une fracture? Tu sais pas encore? J'ai su hier que c'était pas une fracture parce que j'ai encore des douleurs, mais c'est ça. On s'est soigné comme on a pu, puis on a strappé ça, puis on continue, puis le chemin continue. Et là, au bout de 17 jours, tu as réalisé vraiment ton défi. Mais moi, la question, je me demandais, le soir, là, je veux dire, quand la nuit tombe, je présume que vous avez un campement. Vous installez une tente, des sleeping bags. On était dans des lodges. On était très bien accueillis. Les Népalais sont vraiment super gentils. On avait 4 guides népalais avec nous qui s'occupaient de nous vraiment parfaitement. Les repas, on a très, très bien mangé. Le jour, quand on marchait, c'était des journées, c'était plus froid, mais on se réchauffait en marchant. Mais le soir, quand on arrivait dans les lodges, ben c'est pas chauffé. Souvent, les toilettes sont à l'extérieur. On s'entend que c'est pas nos toilettes à nous non plus. Il fait froid. La nuit, c'était très froid. La nuit, on s'est embarqué dans le slip, puis on n'avait pas chaud, puis quand on se levait le matin, ça nous tentait pas de débarquer du slip non plus, là. On avait vraiment froid la nuit. Eux, ils chauffent vraiment pas beaucoup. Puis quand ils chauffent, ben c'est un peu en soirée, comme avant qu'on aille se coucher, qu'ils vont nous réchauffer un petit peu. Ils vont mettre dans le poêle, qui n'est pas un poêle à bois, parce qu'eux chauffent avec de la marde de yak. Alors, c'est ça le chauffage. C'est le même, ça fonctionne. Puis on se couche tôt, puis on se lève tôt, puis on repart le lendemain. Puis on fait des journées de 6 à 8 heures de marche. Dans les soirées, dans vos campements, jouez-vous à des jeux de société? Jouez-vous au dé, au 31? Un peu après le souper, on joue aux cartes. Puis dès 8 heures, tout le monde est parti se coucher. Puis à 6 heures le lendemain matin, on est debout, puis on est prêt à partir. C'était quoi ton repas favori quand tu étais là-bas? Je présume que tu n'as pas grand choix non plus, là, hein? Non, la nourriture népalaise, c'est sûr qu'il y a beaucoup de riz. Tu sais, c'est beaucoup... ça ressemble un peu, comme on pourrait dire, à nos mets chinois, à nous autres, là, des rouleaux impériaux, ces choses-là. Mais c'est très bon. La nourriture, moi, j'avais absolument rien à dire. J'ai très bien mangé dans le temps que j'étais là. Donc, au bout de 7 jours, ton périple est fini et là, tu reviens au pays? Nous, en arrivant à Katmandou, après ça, on a pris l'avion jusqu'à Hong Kong, puis on a été 3 jours qu'on a passé. On a fait une escale à Hong Kong pour aller aussi sur l'île de Macao. Puis, Par la suite, après ton périple, tu as décidé je vais retourner en Gaspésie, c'est un petit peu plus tranquille. Oui. C'est ça. Après un mois, il faut retourner au travail. Oui, hein? Ouais. C'est assez dispendieux, un voyage comme ça? Bien, c'est sûr que nous, c'est un voyage qui représentait environ 4 000 $. Puis que nous, on payait notre voyage. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr que la grosse préparation durant toute l'année, bien, c'est de ramasser des fonds pour le cancer. C'était ça, le gros travail de l'année de préparation, c'est ça aussi, là. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton voyage au Népal, là, à l'Everest? C'est les premières montagnes que j'ai vues. Quand j'ai vu les montagnes, c'était comme... C'est irréel. On ne peut pas croire que c'est aussi gros, que c'est d'être au bas d'une montagne de 5000 mètres d'altitude ou de 6000 mètres. C'est comme... C'est 10 fois gros comme le Mont-Saint-Joseph, là. Ça fait que tu regardes ça puis tu dirais que c'est comme... Wow, là, plus que les jours avançaient, puis plus qu'on en voyait. À un moment donné, on était à un endroit où on en voyait tout le tour de nous autres. C'était vraiment un 360 de montagne, puis c'est comme on se croyait toujours comme dans un rêve. On dirait que c'était pas vrai. As-tu eu la chance de rencontrer peut-être d'autres Québécois, outre ceux qui étaient
dans ton voyage? As-tu fait des connaissances intéressantes? As-tu reçu des numéros de téléphone de Népalais? Je ne sais pas, as-tu gardé des contacts là-bas? Bien, les Népalais, c'est sûr qu'ils sont tous rendus nos amis Facebook, nos guides. Hein? Eux autres, moi, je lève mon chapeau parce que ça a été vraiment des... Moi, je les appelais nos anges parce que, tu sais, on a eu des personnes de blessées dans le groupe, on a eu des personnes qui ont été malades, puis ils étaient toujours là. Il y a une journée, la fille des îles de Madeleine s'est blessée, puis le Népalais l'a portée sur son dos 4 heures de temps. Là. Ça fait que, tu sais, je me dis, eux, là, c'est comme, c'est ça, pour nous autres, là, je les appelais nos anges parce que c'était vraiment des personnes tellement généreuses puis qui étaient toujours là pour nous aider. Moi, à un moment donné, ils voyaient que j'étais beaucoup essoufflée en montant, ils passaient à côté de moi, ils ramassaient mon sac à dos, ils m'aidaient, ils traînaient mon sac pendant 1 heure ou 2. Tu sais, ils étaient toujours là pour nous aider. Ça fait que ça, c'est des bons souvenirs que je garde des personnes vraiment précieuses pour nous autres. C'était plutôt les guides. Oui, on a vu des gens sur la route. On a vu à un moment donné 2 gars de Montréal qui faisaient le trip, eux autres aussi, puis on les a connus. On les a vus 3 fois quand on est arrivé dans des loges, là. Mais c'est plus les Népalais que je dirais qu'on sort avec une nouvelle amitié, autre que les 22 personnes du groupe, évidemment. Louise, c'est pas la première fois que tu fais une aventure comme ça. Tu as commencé ça en 2010. Chemin de Compostelle, l'idée est venue de quelle façon cette fois-ci? L'idée était de visiter l'Espagne, mais à pied. C'est ce que j'avais envie de vivre parce que je me disais, les voyages à pied, c'est les plus beaux voyages. On a le temps d'être avec les gens, on a le temps de tout voir. Fait que ça a été, c'est là que j'ai un peu pogné la piqûre des voyages avec le sac à dos. Puis de vivre 1 mois avec le petit sac à dos où qu'on a le strict nécessaire, puis tout est minimum, là. Ça fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait que c'est là un peu que j'ai pogné le goût des voyages de sac à dos. Alors, en 1 mois, tu as eu le temps de faire plusieurs villages. Tu t'es promené en masse. Là, c'est là que la piqûre. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti en 2013. Tu es allé au Pérou. Ouais. Tu t'es dit, c'est pas assez, je m'en vais faire de l'aide humanitaire. C'est que dans le chemin de Compostelle, j'ai connu une fille que son mari s'occupe d'un organisme, les Aides de l'Espérance, qui est à Montréal, qui ramasse des fonds pour faire des projets d'eau potable au Pérou. Puis elle m'avait dit, si un jour tu as envie d'aller au Pérou, dis-nous. Puis lui, il va tous les ans, puis il part 1 mois. Fait que j'ai dit, ben ça pourrait être intéressant. Puis j'ai décidé ça dans le mois de janvier 2013. J'ai dit, est-ce que vous partez toujours, M. André, cet été? Il m'a dit oui. J'ai dit, je fais partie du voyage, je m'en vais avec vous. Fait qu'on a fait 1 mois qu'on a vraiment visité des villages qui voulaient avoir de l'eau potable ou bien qu'on allait inaugurer des projets d'eau potable. Fait qu'on a fait l'Amazonie, les Andes, j'ai passé 1 semaine à Lima, puis j'ai passé 1 semaine à Cusco pour me rendre au Machu Picchu. Moi, il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi tu fais ça? J'aime rendre des services, tu sais, j'aime me sentir utile aussi dans ce que je fais. Les projets d'eau potable, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant quand tu arrives dans un village puis que tu inaugures un projet d'eau. C'est vraiment magique. J'ai même été marraine d'un village dans les Andes où c'est moi qui étais la marraine du projet d'eau potable. Ça fait que c'est vraiment quelque chose que je peux apporter. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, là. Et là, c'est pas terminé. Là. Tu dis Pérou, c'est pas assez. 2015, tu t'en vas vivre une autre... 2015. 2015, c'est ça. Tu t'en vas vivre une autre expérience qui est... C'est la première aventure d'une vie où que la Société canadienne du cancer, avec M. Sylvain Poisson, ont lancé l'aventure d'une vie de faire le trek des Incas au Pérou. C'était un voyage de 11 jours où qu'on a marché le chemin pour se rendre au Machu Picchu. Puis que c'était pour ramasser des fonds pour le cancer. C'était la première édition. Puis cette année-là, j'avais remis à la Société canadienne du cancer 10 500 $. Tu ne deviens pas inquiète quand tu dis hey, « je m'en vais 1 mois au Pérou, je m'en vais 1 mois faire chemin de Compostelle ». Je suis pas vraiment stressée. Moi, quand je pars la conscience tranquille. Je profite au maximum quand je suis là-bas. Je pense pas souvent un peu ce qui se passe ici. Je décroche vraiment complètement. J'embarque dans leur beat à eux, puis je vis au jour le jour, puis je suis pas vraiment quelqu'un de stressé, puis le fait de partir dans l'inconnu, c'est ce que j'aime aussi, ça fait que j'aimerais pas la routine, ça fait que non, c'est vraiment de quoi que j'aime beaucoup, ça fait que ça m'inquiète pas du tout, puis je suis pas stressée, je suis plutôt excitée, puis j'ai hâte d'être là. Dans tous tes voyages, là, qu'est-ce qui t'a vraiment frappé le plus?
Qu'est-ce qui m'a frappé le plus? Bien, c'est peut-être de toujours vivre proche des gens. Comme en Espagne, c'était ça. Au Pérou, c'était la même chose. Cette année, avec les Népalais, c'était encore la même chose. Tu sais, c'est d'être en contact avec les gens de là-bas. À un moment donné, on est arrivé dans un lodge cette année au Népal, puis on a fait connaissance avec un monsieur de 85 ans. Le lodge appartenait à son fils. Puis le monsieur a été un des premiers à monter l'Everest en 1953, puis il avait fait l'Everest 5 fois. Fait que là, on se retrouve avec ce monsieur-là, nous autres, sur l'heure du souper. Là, c'était vraiment magique. Là. C'était vraiment intéressant de l'entendre parler puis de l'entendre nous parler de ses montées de l'Everest parce qu'en 1953, pas d'oxygène, pas avec l'événement qu'on a aujourd'hui. C'était fascinant. Là. Ça fait que c'est toujours la rencontre des gens. C'est ça que je pense qui m'impressionne tout le temps le plus. Y a-t-il un moment durant tes tournées, mon Dieu, qui t'a rendu un peu triste ou qui t'a déçu? Non, j'ai jamais été déçue. Jamais triste. Non, pas vraiment. L'as-tu déjà regretté d'être parti de ta Gaspésie pour te rendre au Pérou? Tu débarques là, finalement, c'est pas tant Jojo. Tu dis, oh mon Dieu, pourquoi je suis venu ici? Bien, je pense qu'on n'est pas vraiment triste, puis on s'ennuie pas vraiment, mais c'est juste que quand on revient, on l'apprécie encore plus. Moi, quand je suis revenue là, du Népal, je me disais, on est donc bien chanceux. Ben, tu sais, c'est banal, mais on a du chauffage, on n'a pas froid dans nos maisons, on a des salles de bain, on ouvre une champlure, on a de l'eau. Là-bas, c'est pas ça. Faut avoir de l'eau embouteillée pour pouvoir se brosser les dents. On n'a pas d'eau. Faut aller... je peux conter une petite anecdote. À un moment donné, il y a une nuit, j'étais malade là-bas, puis je m'ai levée la nuit pour aller aux toilettes, puis c'était une toilette extérieure. Pas de porte. À bonne franquette. 3 faces de tôle, si on peut dire, avec la toilette turque. Il faisait -10. T'as des mouflons dans les pieds. T'es pas habillé pour aller dehors normalement, là, la nuit. Puis, tu sais, on s'entend que ce qui est sur le bord... Ça assez vite. Ouais, ce qui est sur le bord de la toilette turque, bien, ça a gelé. Ça fait que là, les pieds te glissent à moitié. Puis, tu sais, moi, j'étais là, puis je disais, waouh! J'avais une montagne en avant de moi, puis j'avais la pleine lune cette soirée-là. Je dis, il n'y a rien de plus beau que ça, là. Tu sais, tu oublies les petits côtés misère de là-bas pour être en admiration tout le temps avec le paysage. Mais quand on revient ici, on apprécie beaucoup plus ce qu'on a. Puis oui, l'eau potable, c'est de quoi que je me dis à chaque fois, parce que tous les voyages que je fais, l'eau n'est pas potable. Puis je trouve ça triste, tu sais. Puis surtout quand on marche au Népal, puis quand on fait des grosses journées comme on est là, il faut boire 4 litres d'eau par jour. Bien, c'est toute une gestion, l'eau. Il faut s'acheter des bouteilles d'eau, il faut stériliser notre eau. C'est toujours, tu sais, puis là, on s'aperçoit que la richesse qu'on a ici, qu'on est chanceux, là. Donc, tu quitterais jamais le Québec pour aller vivre au Pérou, par exemple? Bien, j'irais pas y vivre, mais y aller plus longtemps pour une œuvre humanitaire ou quoi que ce soit, ça me dérangerait pas du tout d'être partie 3 mois dans ces pays-là, ça me dérangerait pas du tout. Là, c'est quoi ton projet, ton prochain projet, là? Tu dois avoir mille et une idées là, qui doivent te trotter dans la tête, là. Des plans, il y en a partout. Qu'est-ce que tu mijotes actuellement, là? Bien, je mijote pas vraiment d'endroit, mais je sais que je veux en faire d'autres. Je me dis, moi, c'est toujours aux 2 ans avec le travail que je quitte 1 mois, fait que ça va être dans 2 ans. C'est sûr que si on organise encore une aventure d'une vie pour ramasser des fonds pour le cancer, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que je veux continuer. Je suis entourée de gens qui ont le cancer, puis pour moi, c'est très important de donner chacun ce qu'on peut donner pour sauver le plus de vies. Fait que moi, c'est ma façon à moi. Fait qu'on verra si l'aventure d'une vie, s'il va en avoir une dans 2 ans. Puis s'il n'y en a pas, bien, on trouvera une autre destination à faire. Mais ça, je ne suis pas inquiète que je vais avoir plein d'idées. As-tu un plan? Si tu l'Europe, si tu l'Asie? Je sais pas, je peux juste... Tu vas en Afrique, tu vas-tu aller... Je peux juste dire que l'altitude, je vais essayer de ne pas aller si haut parce que j'ai eu de la misère avec mes poumons. Puis ça, d'être 3 semaines de temps dans les hautes altitudes, peut-être que ça, j'aimerais mieux pas leur vivre. Puis peut-être avoir moins froid.
Tu dis que tu as eu des problèmes aux poumons, à une main également. Là, je présume que tu n'es pas couverte par la CSST. Hein? C'est pas un accident de travail normal, ça, là. Je présume que tu n'as pas d'assurance vraiment pour couvrir ça, là. Tu sais, mettons, si tu avais eu une fracture ou... avec mon travail, j'ai des très bonnes assurances parce que même l'hélicoptère, hein, quand tu es évacué, moi, j'ai été évacuée en hélicoptère. Ils ont venu me chercher où ce que j'étais. J'ai eu 2 transferts d'hélico. Ensuite, quand je suis arrivée à Katmandou, ben c'est l'ambulance qui t'attend, puis go à l'hôpital. Puis j'étais à l'hôpital 3 jours. Mes assurances sont toutes couvertes. Quand on a des bonnes assurances, c'est vraiment pas un problème parce qu'en mettant le pied dans l'hélicoptère, c'est 5 000 $. Ça fait qu'il faut que tu sois... ils nous le disent avant de partir, hein, informez-vous auprès de vos assurances si vous êtes couvert pour telle ou telle chose. Puis... la seule chose qu'on n'était pas couvert, c'est si on prenait l'avion à Lukla, puis moi, j'ai pris l'hélico, fait qu'il n'y avait pas de problème. Tu travailles dans le milieu de la santé. Bon, tu as eu la chance, la chance, on ne sait pas si c'est vraiment une chance, mais du moins, tu as eu en tout cas, la chance d'aller visiter les hôpitaux au Pérou, au Népal, hein, au Népal, à Pérou, Katmandou, ouais. c'est ça. Et comment tu as trouvé ça? Tu te dis, mon Dieu, on est chanceux d'avoir ce qu'on a au Québec? Ou, Bien, j'ai trouvé que l'accueil, quand je suis arrivée, ils m'attendaient. J'ai eu des très, très bons soins. Les petites infirmières, vraiment numéro 1. Les médecins avec, c'était toute une équipe de jeunes. C'est sûr que moi, je trouve qu'ils s'organisent très bien avec ce qu'ils ont comme équipement. Quand tu es arrivé pour faire mes examens, prendre mes prises de sang, c'est sûr que tu vérifies si tu stériles ces affaires, Ils sont vraiment corrects, mais ils ont tellement rien que, tu sais, c'est comme... Moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, je me dis... Quand ils m'ont hospitalisée puis ils m'ont mis dans une chambre, je dis il fait chaud, puis waouh, il y a une douche. Ça fait que ça a été... Ah, mon Dieu, le gros luxe, hein? Ouais, ça fait que, tu sais, non. Puis ils ont été super gentils, puis en plus, ça a tombé que j'étais à l'hôpital la journée de ma fête. Puis là, ils savaient que c'était ma fête. Fait que les petites infirmières sont allées le matin, ils sont arrivés à ma chambre, ils avaient été m'acheter un gâteau, il y arrivé des fleurs, c'était comme... Vraiment, là, j'ai trouvé super gentil. Là. Je me disais, je suis à l'hôpital à Katmandou, puis on est en train de fêter ma fête dans un lit d'hôpital. Là. J'ai eu des très, très bons soins. J'ai senti qu'on m'avait bien soignée. Est-ce que c'est l'anniversaire le plus marquant que tu as eu de toute ta vie? Bien, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, ouais. oui. Oui. D'ailleurs, il y en a sûrement d'autres personnes qui veulent suivre ton exemple. Tu as décidé d'organiser une soirée d'information sur ton périple, également de raconter ton périple dernièrement là, à New Richmond. C'était quoi le but de cette soirée-là? Pourquoi tu as décidé d'organiser ça? Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné pour mon projet, qui ont donné pour la Société canadienne du cancer, puis surtout les gens qui ont donné pour les drapeaux de l'espoir. Fait que ils me disaient, j'espère qu'à ton retour, tu vas faire de quoi, on va voir tes photos, puis tout ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser cette soirée. Y en a-tu beaucoup qui vont peut-être partir avec toi dans 2 ans ou lors de ton prochain périple? Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Ou c'est vraiment une catégorie de personnes? Il faut que tu sois en forme? Non, tout le monde peut faire ça. Moi, je me dis, quand le monde veut embarquer dans le projet de l'aventure, premièrement, tout le monde peut s'inscrire. Puis c'est après ça, à chacun de se prendre en main. Puis tu sais, tu te crées un objectif. Si tu sais que tu pars dans 2 ans faire tel périple, mais je pense que tu te prends en main puis tu dis, bon, ben je vais essayer de bouger, je vais essayer de me mettre en forme un peu pour pouvoir suivre le groupe. Puis il n'y a pas de problème, tout le monde peut faire ça. Depuis tantôt que tu me parles des drapeaux de l'espoir, c'est quoi ça au juste? Bien, vu que c'est une activité pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, on cherchait un moyen de ramasser des fonds, mais en même temps qui nous donne à nous comme une mission à faire durant notre voyage. Fait que là est venue l'idée des drapeaux de l'espoir, un peu comme les luminaires au Relais pour la vie. Les gens pouvaient acheter un drapeau, puis ils le mettaient en l'honneur de quelqu'un qui a eu le cancer puis qui a survécu au cancer, ou bien en mémoire d'une personne qui est partie du cancer. Fait que on avait chacun 60 drapeaux à vendre, puis on a installé ces drapeaux-là au camp de base. Fait qu'on disait aux gens, ils faisaient partie de notre sac à dos parce que les drapeaux, on les a amenés dans notre sac à dos tout le long du trajet. Puis quand on est arrivé au camp de base, bien, on les a installés. Puis ils vont rester là pour toujours. Fait que ça, c'était quelque chose qui était très enrichissant pour nous autres parce qu'on avait une mission à accomplir. Les gens pour que c'était en l'honneur, ils attendaient juste ce moment-là de voir
qu'on avait été installé le drapeau de l'espoir au camp de base. Puis quand on est parti du camp de base, on le regardait, puis ça nous dérange un petit peu. Ah, on laisse notre drapeau ici, mais on a dit non, c'était une mission qu'on avait, puis c'est une mission atteinte, là. Donc, c'est l'un de tes beaux souvenirs que tu vas garder de ton dernier périple, là, du moins. Entre autres, parlant de souvenirs, moi, je suis un gars bien curieux. Tu as sûrement ramené du matériel au nombre de fois que tu es parti à l'extérieur. Je présume que tu as ramené des souvenirs. Entre autres, tu en as ici. Ça, c'est des roches. Oui, c'est des roches que j'ai ramassées au pied du Mont Everest. C'est ma soeur fait une collection de roches, puis j'avais comme mission d'y amener une roche. Fait que là, j'ai dit, je vais en amener deux, je vais en garder une pour moi, oui, tu sais. C'est sûr que durant le trajet, il n'y a aucune chose qu'on peut s'acheter comme souvenir, tu sais. C'est vraiment, il n'y a aucune boutique, il n'y a rien. Mais quand on arrive à Katmandou, par contre, toute la ville de Katmandou, les boutiques, c'est comme on dit, des boutiques de plein air à ciel ouvert. Il y en a partout. Ça fait que c'est un peu plus ces choses-là qu'on rapporte. Durant ton périple aussi, t'es parti avec une petite gang. Vous aviez sûrement un cri de ralliement pour vous motiver, pour vous encourager. D'ailleurs, c'était quoi votre cri de ralliement? Notre cri de ralliement était yak, yak, yak pour la vie. Parce que, tu sais, on disait tout le temps que notre aventure d'une vie, puis fait que vu que le yak faisait partie de notre trajet à tous les jours, on rencontrait les yaks tout le temps. C'est les yaks qui transportaient nos bagages. Fait qu'on a eu beaucoup d'aventures avec les yaks. Fait que c'est un peu pour ça que c'était le yak, yak, yak pour la vie. Et tu t'es fait même un T-shirt officiel, yak, 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 mesdames et messieurs, en exclusivité. Alors ça, tu as porté ça vraiment au Népal durant ton trajet? Non, c'est au retour. C'est au retour, ouais. On a fait faire, on était quelques-uns qui a fait faire les chandails de yak. Puis en arrière, ben, c'est les yeux de Bouddha. Tu as eu la chance de repartir aussi avec un genre de porte-bonheur, comme tu me disais un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les Népalais sont à l'aéroport. Quand on a quitté, ils ont tous nous mettre ça dans le cou, puis il fallait garder ça dans le cou, puis c'était un porte-bonheur, puis que ça allait nous protéger. Puis ça fait qu'on est toutes partis de là avec chacun notre petit foulard dans le cou qui est en souvenir des Népalais. Est-ce que tu le portes régulièrement? Ou... Non, pas du tout. Je vais le garder en souvenir. Il paraît que tu as même un jeu de cartes. Oui, c'est mon amie Jessica qui est à Saint-Hyacinthe, qui fait partie du groupe. Quand on a fait le Pérou, ben on jouait aux cartes à tous les soirs avec notre jeu de cartes du Pérou. Fait que elle est arrivée une journée, elle a dit j'ai un cadeau pour toi. Fait qu'elle m'avait acheté mon jeu de cartes, mais de l'Everest cette fois-ci pour. Y a-tu des jokers? Y a-tu. Ouais, c'est des photos de l'Everest. Toutes les cartes sont différentes, c'est toutes des photos de l'Everest. Puis les jokers, c'est vraiment drôle. C'est la piste d'atterrissage de Lukla. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. T'es bien gentil. Merci à toi. En terminant, il faut que tu nous dises combien tu as amassé d'argent lors de ton dernier périple. Les gens attendent le montant officiel. Là. Ben moi, j'ai ramassé en dons 6 300 $, puis 4 000 pièces en commanditaire. Puis l'Est du Québec, là, de Rimouski, moi, puis la fille des Îles de la Madeleine, on a ramassé 55 000 $ qui va être remis à la Société canadienne du cancer. Vraiment, tu es une femme inspirante. Félicitations. Merci, Mme Poirier, de m'avoir reçu. Vous êtes bien gentille. Puis suivez-la. Hein. Vous voyez que tout est possible quand on veut. Quand on veut, on peut, comme on dit. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. On se reparle la semaine prochaine. Salut!